bonjour, ravi de vous retrouver sur le plateau de Village Semences au Salon international de l'agriculture pour parler d'un sujet ô combien important pour notre quotidien, pour notre alimentation, pour nos assiettes, celui de la sécurité alimentaire. Attention, il ne faut pas entendre par là sécurité sanitaire des aliments. Sécurité alimentaire, on va parler d'approvisionnement avec François Burgot. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes directeur des relations extérieures du CNIS. Vous représentez donc les semenciers, pour faire simple et pour nos téléspectateurs qui ne sont pas des spécialistes d'agriculture, les producteurs de graines. Oui, on peut dire ça, mais on représente aussi les utilisateurs de graines. C'est-à-dire notre caractéristique, c'est que on est ce qu'on appelle une interprofession, et donc les agriculteurs, les jardiniers sont aussi représentés dans notre organisation et pas uniquement les gens qui font de la recherche ou de la production de graines. Alors là, on va parler de sécurité alimentaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire dans les années 50, il y avait la quête de l'autosuffisance alimentaire d'après-guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours autosuffisant en matière d'alimentation, notamment de végétaux ? On l'est, mais on oublie trop souvent que ça reste fragile. C'est-à-dire ? Je rappellerai pour les plus jeunes que en 2008, il y a eu de mauvaises récoltes de blé et brutalement, le prix du blé, mais aussi d'autres céréales de base, a doublé. Le prix du blé qui double, ça veut dire, même si c'est pas à ce niveau-là des répercussions sur un aliment essentiel sur l'ensemble de la planète qui est le pain, et ça veut dire des révoltes dans un certain nombre de pays d'Afrique du Nord, ce qu'on a appelé les printemps arabes. C'est ce qui a été à l'origine du déclenchement de la révolution en Égypte, du printemps tunisien, de la révolution de Jasmin. Absolument. Et je me souviens qu'à l'époque, le ministre de l'Agriculture français s'est excusé à la télévision de l'augmentation du prix de la baguette. Et il faut comprendre que cette augmentation du prix du blé à l'époque faisait que le blé retrouvait son prix de 30 ans auparavant. Donc, il y a très peu de stocks sur les produits de base alimentaires. On est entre 3 et 6 mois de stocks mondiaux. Et deuxièmement, il y a encore de grandes régions du monde dans lesquelles on est en permanence au bord de l'insécurité alimentaire. Mais alors dans ces conditions-là, comment peuvent se faire les échanges internationaux, sachant que tout le monde est sur le fil, sur le fil du rasoir? Vous avez parfaitement raison. Ce qui s'est passé à l'époque, et c'est pour ça qu'il y a eu ces révoltes dans des pays qui sont importateurs, parce qu'en réalité, quand vous avez comme ça une tension sur le blé, un certain nombre de pays qui sont des gros producteurs, comme par exemple la Russie ou l'Ukraine, disent, puisqu'il y a des tensions, je garde mon blé pour moi. Et donc, au lieu de l'exporter comme je fais d'habitude, je le garde. Ce qui fait à la fois flamber les prix et en même temps qui crée des ruptures d'approvisionnement. Aujourd'hui, nous, on est des gros exportateurs. Alors, on est encore des exportateurs importants de blé et de céréales, mais il arrive que de temps en temps, il y a des gens qui disent, mais pourquoi continuer d'avoir une agriculture productive ? Après tout, on pourrait, le rendement du blé en France aujourd'hui, c'est 7 tonnes à l'hectare. Il y a des gens qui disent, mais après tout, 4 tonnes, ça pourrait être très bien pour les besoins de la France. Mais on est dans une économie mondiale et à travers l'alimentation, à un moment, on parlait d'armes alimentaires. Et oui, l'alimentation est aussi une arme dans les échanges internationaux et la France ne peut pas se permettre d'abandonner ce champ. Alors justement, la France dans ce domaine, qu'est-ce qu'elle peut faire de plus aujourd'hui ? Alors, elle peut déjà continuer de faire ce qu'elle fait bien. Je le disais, si on fait 7 tonnes de blé à l'hectare, ce qui est un des rendements les plus forts du monde, le rendement moyen du blé aux États-Unis, c'est 4 tonnes à l'hectare. Donc si on fait ça, c'est parce qu'on a en France ce qu'on appelle une génétique, c'est-à-dire des gens, des sélectionneurs qui créent des nouvelles variétés. Les 300 variétés de blé cultivées en France aujourd'hui n'étaient pas cultivées en France il y a 30 ans. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on a perdu les variétés d'il y a 30 ans. Elles sont conservées. Parce qu'on ne sait jamais. Elles vont peut-être resservir dans 10 ans, dans 20 ans, en fonction des changements climatiques, des changements d'environnement, des changements de politique. Mais chaque année, on met des nouvelles variétés à la disposition de nos producteurs, justement pour qu'ils s'adaptent.
qui s'adapte à la réduction des produits phytosanitaires. Quand vous ne pouvez plus utiliser les produits chimiques pour lutter contre les maladies ou les parasites, pour maintenir ce niveau de rendement, vous devez avoir des variétés qui sont elles-mêmes résistantes à ces parasites ou à ces maladies. Alors ça nous amène justement à parler d'un sujet d'actualité dont on a beaucoup parlé avant le salon et pendant les premières journées de ce salon, à voir cette fameuse décision du Conseil d'État sur la recherche variétale. Est-ce que vous pouvez, pour des téléspectateurs qui ne sont pas des spécialistes d'agriculture, nous résumer l'idée? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tout n'est pas OGM. Pour améliorer, je vous remercie de ce slogan, pour améliorer les plantes, depuis 15 000 ans, l'homme a sélectionné dans les champs les meilleures plantes. Dans les champs, dans la nature, il y a des mutations. Et même si vous n'y touchez pas, vous n'aurez pas les mêmes blés en ressemant tous les ans les graines que vous aurez récoltées. Au bout de 10 ans, vous n'aurez pas la même chose que 10 ans auparavant. C'est des mutations naturelles. L'homme s'est aperçu que c'était ça qui permettait de trouver des choses nouvelles intéressantes. Et à un moment donné, il s'est dit, mais si je pouvais provoquer moi-même ces mutations, j'accélérerais le progrès. Et donc, il a commencé de trouver des techniques qu'on a appelées les techniques de mutagénèse pour provoquer ces mutations. Alors, il l'a fait d'abord d'une manière très empirique. Moi, j'appelle ça, mais tout le monde serait scandalisé chez les scientifiques ou les sélectionneurs, donner un coup de pied dans les gènes de la plante, pour regarder comment tout ça se réarrange. Mais aujourd'hui, on a des outils qui permettent d'aller dans la plante et d'allumer ou d'éteindre des gènes. C'est ce qu'on appelle l'édition de gènes. Et c'est aussi ce qu'on fait avec ce qu'on appelle la mutagénèse dirigée. C'est-à-dire, je vais muter une partie de la plante pour essayer d'obtenir quelque chose que je vise, quelque chose de précis. Il se trouve que la réglementation européenne sur ces plantes, est-ce qu'on doit les examiner ou pas pour être sûr qu'elles sont bonnes pour la santé du consommateur, pour l'environnement, a été fait en 2001, à une époque où une partie de ces techniques n'existait pas. Alors en 2001, qu'est-ce qu'elle a dit, la Cour de justice? Contrairement à ce que vous veniez de dire dans votre question, la Cour de justice de l'Union européenne a dit, dès qu'on n'est plus dans des croisements comme on faisait depuis 15 000 ans, on peut appeler ça des OGM, dès qu'on touche à la génétique de la plante. Par contre, c'est vrai que la Commission européenne en 2001 et le Parlement et le Conseil, tous les États membres de l'Union, ont dit oui, mais il y a des choses qu'on fait avec les plantes qui reproduisent ce qu'on faisait pendant 15 000 ans avec des croisements. Donc on ne va pas faire des expérimentations extrêmement coûteuses qui coûtent jusqu'à 40 millions d'euros pour une plante pour savoir si c'est possible. Donc il a exonéré. Mais il n'a pas exonéré des plantes issues des techniques qui n'existaient pas. Et donc aujourd'hui, la Cour de justice de l'Union européenne et le Conseil d'État derrière pour la France disent, comme les techniques n'existaient pas, elles ne sont pas explicitement exonérées de ces études coûteuses. Et donc, nous on dit, si on reste sur cette législation, on va tuer l'agriculture et l'alimentation en Europe et en France, parce qu'on va tuer la recherche. Et justement, en tuant la recherche, est-ce que ça peut avoir des répercussions justement sur la production et sur l'autosuffisance alimentaire, par exemple en matière de céréales? Oui, bien sûr. Parce que si tout le monde est conscient que les conditions climatiques qui nous entourent changent, tout le monde est conscient du fait qu'on veut utiliser le moins possible de produits phytosanitaires ou d'intrants chimiques, qu'on a besoin d'utiliser moins d'eau, qu'on a moins de terre à notre disposition. Et donc, pour répondre à ces contraintes, il n'y a qu'une solution, c'est l'amélioration des plantes. Et est-ce que quelque part,
Je vous disais, on parlait d'autosuffisance alimentaire, mais est-ce que quelque part on ne fait pas aussi la part belle à d'autres États, à d'autres pays, à d'autres continents qui finalement n'auront peut-être pas les mêmes préventions que nous, les mêmes précautions que nous? Je pense par exemple aux Américains, mais aussi peut-être aux Indiens ou aux Israéliens qui pourraient être tentés de s'engouffrer dans la brèche. Oui, sûrement, mais je pense que il faut pas raisonner comme ça, parce que je comprends très bien que le consommateur ou le citoyen pourrait dire c'est pas parce que les Américains obèses veulent ces plantes que nous on les veut. Donc je ne crois pas qu'il faille dire mais elles vont être produites par d'autres. Ce qu'il faut dire, ce qui est la vérité, c'est que ces plantes ne présentent aucun danger pour la santé et l'environnement parce que en fait on ne fait que reproduire des choses qui se produisent dans la nature, où elles ne sont pas plus dangereuses que n'importe quelle plante naturelle entre guillemets, en rappelant quand même à tout le monde que les animaux domestiques d'aujourd'hui et l'ensemble des plantes et des fruits et des légumes que nous consommons aujourd'hui n'existaient pas il y a 10 000 ans sur Terre. Alors, concrètement, qu'est-ce que les Européens, les Français, dans vos secteurs, dans le secteur de l'essence, peuvent faire maintenant, puisqu'il y a eu ces décisions au niveau européen, cette décision au niveau du Conseil d'État? Le président de la République hier nous a dit... Que vous avez rencontré? Nous a dit dialoguer avec la société sur des bases scientifiques. Il nous a dit, je suis convaincu, je crois à l'innovation, je crois à la science, mais il faut aussi convaincre l'ensemble de la société. La difficulté qu'on a, c'est que nous, on est ouvert au dialogue. Mais pour dialoguer, il faut être deux, comme on l'est à l'instant. Et les groupes ou les organisations qui s'opposent à ces techniques ont rarement envie de dialoguer avec nous. Donc, nous allons continuer de les inviter et essayer d'organiser ce débat, mais encore une fois, vous l'avez dit au début, la difficulté, c'est qu'on est sur des sujets qui sont pas simples. Beaucoup d'enfants, c'était mon cas, sortent du système scolaire sans savoir ce que c'est qu'une espèce et une variété, et font pas la différence. Si on leur dit il y a 300 variétés de blé, ils savent pas de quoi on parle. Donc, il y a un travail pédagogique énorme à faire pour pouvoir avoir des débats sereins. Une dernière question, François Burgot. Est-ce que finalement, dans tout ça, on n'a pas, en Europe et ailleurs dans le monde, des préoccupations de gens riches, des gens qui ont finalement à manger tous les jours à leur faim, avec le boulanger au coin de la rue chez qui on va acheter sa baguette sans se poser de questions? En tout cas, de gens qui se sont habitués à la sécurité alimentaire aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif, sans se rendre compte du travail considérable de l'ensemble des filières agricoles derrière cette sécurité. Parce que c'est vrai qu'il y a des agriculteurs, bien sûr, des semenciers, des multiplicateurs. Il y a une foule de petits métiers qui vivent de notre baguette. Absolument. Et pas uniquement le boulanger. Et non, même si le boulanger est important à la fin. Dernière petite chose, il paraît que le premier élément génétiquement modifié, c'est l'homme. Absolument. Eh bien, mais vous savez que un des paradoxes, c'est que ces techniques, y compris d'ailleurs la transgénèse, les OGM classiques, entre guillemets, ces techniques sont plus facilement acceptées quand elles sont utilisées pour l'homme que quand elles sont utilisées pour les plantes. Donc, d'une certaine manière, on devrait dire que la plante est un homme comme les autres. Merci beaucoup François Burgot de nous avoir éclairé sur ces dossiers à la fois historiques, économiques et aussi d'actualité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur le plateau de Village Semences et n'oubliez pas que la terre n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. À bientôt.